Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ici à La Haye dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo. Le parti qu'il a créé, le Front populaire ivoirien, le FPI, est fortement représenté par une délégation conduite par le professeur Koulou Kessié. Je rappelle que le professeur Koulou Kessié a été ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, couvrant le Portugal. Il a été également ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël, couvrant la Turquie. L'ambassadeur Koulou Kessié a été, pour le signaler, a été l'objet d'un mandat international quand il était en fonction en Israël. Il s'est retrouvé par la suite au Ghana, en exil. Et puis le professeur Koulou Kessié, aujourd'hui étant en exil en Angleterre. C'est bien cela. Je rappelle qu'au plan politique, le professeur Koulou Kessié est chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau du secrétariat général du Front populaire ivoirien. Alors, professeur, vous êtes ici à La Haye, je vais signaler, vous avez fait cet après-midi une conférence de presse. Quel message vous avez voulu faire passer à travers les journalistes de Jésus au niveau de la communauté internationale? Ok. Merci Ben, je voudrais remercier LGTV à travers toi. Je remercie notre camarade Demba Traoré parce que depuis déjà au Ghana, quand nous étions en exil, il avait pris un ensemble d'initiatives dans le même sens. Et je sais la qualité du travail qui a été faite par toi et par Demba Traoré avec les camarades du Ghana au moment où j'étais parti du Ghana. Donc je voudrais vous dire merci au nom du Front populaire ivoirien, donc au nom du président Laurent Gbagbo, qui est le président actuel du Front populaire ivoirien, et au nom du vice-président, le camarade Aboudraman Sangaré, qui assure son intérim. Notre présence à La Haye pour le procès du 28, qui démarre le 28, nous lui donnons une signification toute simple. Les militants du Front populaire ivoirien se font un agréable devoir d'être aux côtés de leur président, pour le soutenir, pour être à ses côtés. Car, vous le savez, le président Laurent Gbagbo a été candidat du Front populaire ivoirien à la présidentielle de 2010. Et c'est en tant que candidat mandaté par le Front populaire ivoirien, son parti, qu'il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et en tant que chef d'État, il a été déporté. Je reviendrai sur cet aspect des choses. Et au moment où s'ouvre son procès à La Haye, son parti ne pouvait pas être présent. C'est le premier message qu'il faut retenir. Message de solidarité, de soutien aux côtés du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Deuxième chose que nous avons demandé qu'il soit retenu, c'est que, vous savez, depuis 5 ans que dure le calvaire du président Laurent Gbagbo, du ministre Blé Goudé et de nombre de frères et de sœurs, autant en Côte d'Ivoire, pourchassés, comme dans le monde, en Afrique. J'ai encore en mémoire le calvaire des frères et des sœurs au Ghana, dans les camps. 3 principalement. Le premier nom qui me vient, c'est le camp d'Ampin. Les camps du Togo, du Libéria. Nombre de sœurs, de frères, de familles entières, du père à la mère, parfois des grands-parents qui sont présents mais vivants dans le strict dénuement. Vous le savez, aujourd'hui, les provisions dont ils pouvaient vivre au minimum, ça se résumait à quoi? Un sac de riz. Un sac de riz, vous êtes très généreux. Une bouteille de riz. Oui, des petites bols de riz. Cette dotation limitée n'a plus lieu, au motif qu'en Côte d'Ivoire, on aurait retrouvé une certaine stabilité qui nécessite que les Ivoiriens retournent dans leur pays. Donc, depuis 5 ans, la mobilisation est exemplaire. Des Ivoiriens qui ne sont pas
seulement militants du Front populaire ivoirien, mais qui ont épousé la cause, le combat du président Laurent Gbagbo, le combat pour la souveraineté, pour la dignité des peuples africains, le combat pour que nos pays, en particulier la Côte d'Ivoire, soient souveraines sur ses richesses, ses ressources nationales. Ce combat-là, il a été épousé par nombre d'Africains, nombre d'Ivoiriens qui ne sont pas, comme je l'ai dit, militants du Front populaire ivoirien, et qui se sont mobilisés au quotidien en Europe, puisque nous sommes en Europe. Je citerai cet exemple-là de frères, de sœurs africains qui, de manière hebdomadaire, se retrouvent dans les rues pour crier ce message, lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle épouse et qu'elle soit fidèle aux principes fondateurs des organisations internationales. La liberté pour les peuples de disposer d'eux-mêmes, d'avoir une souveraineté sur leurs ressources et la liberté de désigner leur premier responsable, leur chef d'État. Pour dire donc à la communauté internationale que le combat de Gbagbo n'est pas un combat isolé d'un individu, mais c'est un combat épousé par les peuples africains. Donc Gbagbo est un symbole, c'est une icône qui aujourd'hui constitue un trait d'union entre de nombreuses femmes, de nombreux hommes ivoiriens, africains, et ça transcende l'Afrique. Nous voulons montrer par cette mobilisation qui s'est faite de manière assidue, permanente, au moment où a lieu donc ce procès, que l'homme qu'on nous présente comme le criminel, l'homme qu'on veut nous faire passer pour un criminel de droit commun qui aurait délibérément choisi de finir avec la vie de son adversaire. Cet homme-là n'est pas celui qu'on nous présente. Parce que on n'a jamais vu des victimes soutenir leur bourreau. Tout à l'heure, nous avons eu les deux professeurs. Vous en avez parlé un peu, vous avez parlé de la mobilisation, de militants. Il se trouve que Laurent Gbagbo est en prison depuis maintenant 5 ans. Comment se fait-il que son charisme et son leadership continuent d'avoir un impact au niveau des populations ivoiriennes et en général, en particulier au niveau de la population africaine en général? Parce que le message de Laurent Gbagbo a été toujours constant. Son combat a été toujours constant. Gbagbo ne dit pas une chose pour faire le contraire de ce qu'il dit. Le combat de son parti, le Front populaire ivoirien qu'il a créé, a été fondé sur des principes fondamentaux. Souveraineté de la Côte d'Ivoire, souveraineté à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, souveraineté par rapport à l'international, mais construction d'une société de partage et de solidarité. Dignité pour les Africains, combat pour la liberté et la démocratie. Mais pendant des décennies, le président Laurent Gbagbo a été l'objet de violences, lui et son épouse, lui et ses enfants, avec d'autres camarades. Pour ce combat-là, il est resté constant. Il n'a jamais trahi la cause du parti qu'il a créé autour des principes que j'ai rappelés tout à l'heure. Une telle constance convenait qu'elle mérite respect. Et c'est ce respect-là qui lui est rendu. Mais il n'a pas fait que déclarer des principes. Son combat a été certes un combat pour dire ce qu'il fallait, mais il a posé des actes concrets. Vous savez que le retour au multipartisme, nous le devons principalement au président Laurent Gbagbo,
et à un ensemble d'organisations de la société civile qui étaient à ses côtés pour réclamer le retour au multipartisme. À l'époque, vous vous souvenez de la réponse quand nous étions dans un conseil national avec le président Laurent Gbagbo. Il prédisait ceci. Lorsque le CNRS avait fini sa déclaration, il disait, mais dites à Gbagbo et à Été de se présenter dans leur village, ils n'auront même pas une voix. Vous savez très bien qu'aussitôt après, le président Laurent Gbagbo allait au Parlement ivoirien en tant que député. Donc, vous comprenez, quelqu'un qui symbolise la constance autour d'idées fortes, autour de valeurs comme celles que je viens de rappeler, il mérite respect et il mérite qu'il soit pris en exemple. C'est cet exemple-là qui mobilise autant en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, non pas seulement les pays environnants, mais qui mobilise aujourd'hui par le monde. Parce que, vous voyez, ici, quand il y a des manifestations, vous voyez des Européens arborer l'image du président Laurent Gbagbo, Free Laurent Gbagbo, et parfois des grandes banderoles appelant au respect de la dignité africaine. Professeur, la présence de Laurent Gbagbo à la CPI cause des enjeux politico-juridiques très importants, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a le problème de la réconciliation nationale. Beaucoup d'observateurs internationaux disent que sans Laurent Gbagbo, il n'y aura pas et il n'y aura jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous entendez en fait? Écoutez, pour aller à la réconciliation nationale, ça suppose que, à un moment donné, il y a des problèmes entre les Ivoiriens. Vous savez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Ils se parlent, mais sans s'écouter. Ils se parlent sans se comprendre. Les uns les autres soupçonneux des destins, des desseins, peut-être prévus comme nuisibles pour le voisin. Dans ce climat délétère, lorsque vous avez deux camps au moment de la réconciliation, deux camps, je veux dire en conflit, au moment de la réconciliation, lorsque vous pensez réconciliation, ce sont les leaders de ces deux camps qui s'assiedent, qui parlent, qui décident ce que peut être le nouveau vivre ensemble. Et naturellement, si le camp adverse, le camp Ouattara, Ouattara, leader donc de son camp présent, avec qui voulez-vous faire la réconciliation, si le deuxième camp, le camp d'en face, n'est pas présent, il ne peut être présent que par la personne qui en a assumé le headship, la tête, en même temps que le leadership, la conduite. C'est donc une tautologie, une vérité de la palisse que de dire que si nous voulons la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, il faut que le président Laurent Gbagbo vienne, soit libre, et que, à la tête de son camp, il puisse parler avec l'autre camp pour que nous trouvions les éléments fondateurs d'un nouveau pacte. Croyez-le, aussi longtemps que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, excusez-moi parce que je pèse mes mots, le président Laurent Gbagbo sera dans les liens de la détention, ici à La Haye, avec le ministre Blégoudé, nombre de membres de son entourage, de son camp, en prison ou pourchassés, de milliers d'Ivoiriens qui soutiennent le président Laurent Gbagbo en exil, qui sont des milliers en exil, les pays que je vous ai cités, mais également dans les pays européens. Comment voulez-vous parler de réconciliation? J'ai entendu un ministre du chef de l'État du gouvernement Ouattara dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est réconciliée. Je ne sais pas si nous parlons de la même Côte d'Ivoire, parce que vous m'interrogez, là,
certes à la tête d'une délégation du Front populaire ivoirien, mais je ne suis plus dans mon pays. Je suis en exil. Ce n'est pas un plaisir pour nous d'être en exil. Ce n'est pas un plaisir pour les autres d'être en exil dans les pays, dans les conditions que je vous ai décrites. Autrement dit, seule la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va libérer les cœurs, les esprits, tout au moins les esprits et les cœurs de toutes les personnes qui se reconnaissent en lui. Mais au-delà de ça, je vous ai dit que Laurent Gbagbo, croyez-moi, et je le redis sur votre plateau, j'espère qu'on y reviendra, est le président légitime et légal de Côte d'Ivoire qui a été élu en 2010. Une telle personnalité, une personnalité de ce rang, on ne peut pas être traité comme il a été traité, être maintenu dans les liens de la détention ici, et on va dire, tromper l'opinion nationale et l'opinion internationale, et prétendre que nous sommes en train de faire la réconciliation nationale. J'insiste sur cela. La réconciliation nationale suppose que des personnes qui s'étaient brouillées ou qui étaient en conflit se retrouvent pour chercher les voies et moyens pour dépasser la situation qui avait été à la base du conflit ou du problème. Et pour cela, c'est deux camps. Il peut se trouver que ce soit 2 ou 3 camps. Mais dans le cas d'espèce, c'est 2 camps. Un seul camp ne peut pas se réconcilier avec lui-même. Professeur, au niveau de la démarche, au niveau de la méthodologie pour arriver à une réconciliation, il y a au sein de votre parti, il y a qui pensent qu'il faut tourner la page Gbagbo. Il y a il y en a qui pensent que la réconciliation ne peut pas se faire sans Gbagbo. Alors au sein du FPI, il y a cette différence de vue à créer 2 blocs antagonistes. Écoutez, je voulais ne pas insister sur la question interne, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous mobilise est autrement trop important pour qu'on s'amuse encore à se poser les questions de savoir division interne au Front populaire ivoirien. Il n'y a pas de division au Front populaire ivoirien. Il n'y a que des camarades, anciennement camarades, ont décidé d'accompagner le régime de Ouattara. Et pour accompagner le régime de Ouattara, ils trouvent des arguments. Et ces arguments-là ne nous concernent pas. Et parce que nous avons vu, je vous ai dit qu'il y a des principes fondateurs du Front populaire ivoirien. Le minimum qui est le ciment de nous tous, c'est la démocratie. Et lorsque vous prenez une décision, et que cette décision est la décision de la majorité, le minimum, la base élémentaire de tout démocrate, c'est de la respecter. Mais lorsque vous la piétinez au motif que vous étiez la tête du parti, le président du parti, ça ne peut pas satisfaire même le militant au niveau de la plus petite section. Le camarade anciennement président du Front populaire ivoirien, Afine Guessan, a été exclu du Front populaire ivoirien au congrès de Mama qui a porté le président Laurent Gbagbo à la tête du Front populaire ivoirien. Nous devons en prendre acte. Il a décidé, mais je le dis très clairement, il a décidé d'accompagner le régime Ouattara. J'ai même cru voir que certains de ses partenaires s'attendaient à rentrer dans le gouvernement qui se préparait. Mais lorsque on pèse moins de 7%, 5 à 6, 7%, il faut l'avoir modeste. Le Front populaire ivoirien, cette question est derrière le Front populaire ivoirien. Nous voulons avancer avec le président Laurent Gbagbo. Professeur, je vous ai posé la question parce que tout à l'heure, nous étions à la conférence de presse au niveau de la CPI. Il y a un confrère de France 24 qui m'a posé la question. Je lui ai dit que je n'étais pas du Front populaire ivoirien. J'avais posé la question. Oui. Merci de m'avoir répondu. Je vous remercie. Tout à l'heure, vous parliez de la lutte que Laurent Gbagbo a menée pour instaurer la démocratie et le multipartisme dans son pays. En même temps, il a lutté pour les libertés publiques. Aujourd'hui, cela fait 5 ans qu'il est en prison. Vous avez parlé tantôt de la liberté au niveau du pays. Si on vous demandait, vous qui vous penchez sur cette question, de jeter un regard sur notre pays au niveau de la liberté publique, de la marche, au niveau de la démocratie. Écoutez, c'est le désastre.
je voudrais peser mes mots. Lorsque on utilise le mot de dictature, ça a un sens. Aujourd'hui, nous avons un régime de dictature en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ont une position, un point de vue contraire, épousant celui du président Laurent Gbagbo, sont l'objet d'ostracisme, sont pourchassés, sont jetés en prison sans procédure. Vous avez vu même certains des nôtres qui sont libérés, qui sont restés en prison sans qu'ils aient été jugés, sans qu'on ne leur ait signifié ce pourquoi ils étaient en prison. Les camarades qui sont en prison, les frères et les sœurs qui sont en prison actuellement dans les geôles du régime Ouattara ne se comptent pas sur les doigts d'une main. C'est des centaines et des centaines. Je vous ai dit, un régime démocratique ne laisse pas ses fils dans le désarroi, dans le dénuement, en exil, comme je l'ai cité tout à l'heure. Mais un régime démocratique a une caractéristique fondamentale, le respect des lois. Et parmi les textes qui forment le corps des lois, la Constitution. Lorsque, au quotidien, vous violez la Constitution, c'est-à-dire parmi les normes légales, celles qui se situent au niveau supérieur, on ne peut pas vous dire de vous que vous êtes un démocrate. Si vous n'êtes pas un démocrate, vous ne pouvez qu'être un potentat. Est-ce que vous voyez? Si vous ne respectez rien, c'est-à-dire les principes fondateurs de la démocratie, vous ne pouvez pas être caractérisé comme un démocrate, comme quelqu'un qui construit un état de droit où on respecte les droits des personnes. Dites-moi, si ce n'est pas à l'époque du nazisme que la notion de préférence qui s'apparente avec la notion de rattrapage ethnique n'est pas intervenue, comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui un régime mette en avant le rattrapage ethnique, c'est-à-dire le fait que le recrutement pour l'essentiel ne se fasse que dans une ethnie? Sur ce plateau, si je devais vous lire la liste portant, si vous voulez, preuve de ce que j'avance, vous verriez que c'est révoltant. Ce type de régime-là, la Côte d'Ivoire ne le mérite pas, parce que le combat de Laurent Gbagbo nous avait placé à un certain niveau dans le processus de démocratisation. Je ne dis pas que le régime est totalement parfait. Il n'y a jamais de régime totalement parfait, parce que c'est un processus de construction. Le processus de refondation est un processus qui s'appuie sur le fait qu'il y a des choses à renouveler ou à refaire, à corriger. On ne dit pas qu'il n'y avait rien, mais il y a des choses qu'il fallait reprendre et remettre sur l'orbite. À partir de ce moment-là, avec ce régime-là, vous comprenez que le combat du Front populaire ivoirien, le combat d'abord du président Laurent Gbagbo, le combat donc du Front populaire ivoirien et de l'ensemble des démocrates mérite d'être connu, d'être soutenu, mais il mérite également que les camarades s'investissent de plus en plus, parce que nous ne pouvons pas continuer avec des personnes que je vais les décrire et puis croiser les bras. Et je voudrais terminer là-dessus. Vous allez continuer, professeur. Il se trouve que la communauté internationale, vous avez dépeint de façon juste, je crois, la situation de la République en Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que la communauté internationale ferme les yeux sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En même temps, le maintien de Laurent Gbagbo à la CPI renferme, je l'ai dit tantôt, des enjeux politiques. Est-ce que le discours que vous avez n'est pas
peut être en porte-à-faux avec et sa présence et l'espoir que les Ivoiriens ont de le voir un jour sortir de cette prison. Mais ce n'est pas lorsque nous aurons la langue de bois, lorsque nous dirons que la communauté internationale est trop forte et qu'il faut ne pas la contrarier en disant certaines choses, que le président Laurent Gbagbo sortira de prison. Croyez-moi, il vaut mieux faire ce que nous savons mieux faire, ce que nous savons faire. Le Front populaire ivoirien était parti de combat. Non pas le combat militaire par les moyens violents, etc., mais par la mobilisation pour montrer ce qu'il croit être juste par rapport au développement de la Côte d'Ivoire. Oui, la communauté internationale est aujourd'hui silencieuse. J'ai été ambassadeur en France et je me souviens de ce que c'était régulièrement que le pouvoir de Laurent Gbagbo était interpellé sur telle ou telle question. Pourquoi on n'avait pas pris en considération telle préoccupation des rebelles? Pourquoi l'amnistie dont les accords de Linas Marcoussi avaient parlé à propos des rebelles, pourquoi ce n'était pas le cas? Laurent Gbagbo était interpellé régulièrement sur les libertés, simplement parce que le souci était de mettre la pression sur le président Laurent Gbagbo. Mais cette communauté internationale aujourd'hui est devenue muette. Ça a une signification. La signification, tout au moins la lecture que nous en faisons au niveau du Front populaire ivoirien, c'est que ce n'est pas par hasard qu'on a fait la guerre au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas par hasard qu'on lui a collé une rébellion. Une rébellion instrumentalisée. Une rébellion à qui on a donné tous les moyens pour dégager le président Laurent Gbagbo. Déjà, cette rébellion-là avait un objet, dégager le président Laurent Gbagbo pour installer quelqu'un qui était plus malléable par rapport aux intérêts géostratégiques de la communauté internationale et notamment de la France qui, dans ce jeu international impliquant la Côte d'Ivoire, était le peloton avancé. Donc, il fallait mettre quelqu'un qui soit moins regardant sur les préoccupations, les intérêts majeurs du peuple de Côte d'Ivoire. Et naturellement, à partir de ce moment-là, on a instrumentalisé une rébellion. Et comme on n'a pas réussi à évincer le président Laurent Gbagbo par la rébellion, on a monté nombre de coups d'État. Ces coups d'État n'ont pas réussi à faire partir Laurent Gbagbo. Il fallait, pour ainsi dire, l'acculer, l'amener à des élections coûte que coûte. Ce sont ces élections, alors que la rébellion était en armes, qu'on a imposées à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait fait déjà énormément de concessions, de compromis dans l'intérêt de la paix. Mais on nous a imposé des élections en 2010, telles que vous les connaissez. Dans toute la partie nord de notre pays, il n'y a pas eu d'élection. Puisque aucun scrutateur du président, du candidat Laurent Gbagbo n'était présent. Ils ont été tous chassés. Certains ont vu leurs biens brûlés. Certains même ont eu leur vie supprimée. Et dans cette région, on a même découvert que à plus de 100%, le candidat opposé au président Laurent Gbagbo était vainqueur. Il n'y a pas eu d'élection dans ces régions-là. Mais au-delà de ça, en supposant même que le président Laurent Gbagbo n'ait eu que 1% ou 0%, le poids électoral de toute la région dont il est question ne pouvait pas contrebalancer, voyez-vous, le résultat du scrutin. C'est pourquoi même en mettant, pour ainsi dire, de côté du fait des problèmes que j'ai indiqués, pour être élu en Côte d'Ivoire, c'est principal, il faut le savoir, le poids électoral de toute la région d'Abidjan, du Grand Abidjan,
la victoire était déjà largement assurée par le président, pour le président Laurent Gbagbo. Dans toutes les régions également. Comment penser que c'était seulement la région nord, donc le poids électoral ne pouvait pas contrebalancer les choses et qui pouvait changer les résultats des élections. La communauté internationale a décidé de porter quelqu'un dans le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire pour garantir, voyez-vous, ses intérêts dans ce pays-là, qui est une, voyez-vous, une zone particulièrement importante, stratégique, riche, et pour le pétrole, pour ne parler que du pétrole, mais pour parler du cacao, pour parler du café, etc. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, la communauté internationale devient, pour ainsi dire, myope, pour ne pas dire aveugle. Elle devient sourde, pour ne pas dire qu'elle a perdu un pourcentage important de la fonctionnalité auditive. Et c'est pourquoi nous, qui sommes préoccupés par cette situation, nous devons nous mobiliser au quotidien pour le rappeler à la communauté internationale. C'est de la constance du combat, la constance de notre mobilisation que nous finirons par arracher les choses. Ce n'est pas en nous croisant les bras. D'ailleurs, si nous étions croisés les bras aux côtés du président Laurent Gbagbo, il n'y aurait pas de multipartisme dont certains sont fiers aujourd'hui, en étant candidat ou autre. À l'époque, c'était le parti unique. Mais il a fallu l'arracher. Comme aujourd'hui, il faut arracher notre victoire. C'est pourquoi nous devons dire à la communauté internationale qu'il faut qu'elle soit regardante. Il n'y a pas le droit dans leur pays, dans les pays européens, il n'y a pas le respect de la Constitution dans leur pays, dans les pays européens, et puis pour les autres, les petits pays, les pays africains, non, ce n'est pas important. Vous savez très bien que, Benzaoui, en France, où vous êtes réfugié aujourd'hui, il n'y a pas un seul arrêt du Conseil constitutionnel qui puisse faire l'objet d'une remise en cause. Mais on peut allègrement mettre en cause une décision du Conseil constitutionnel de nos pays. Pourquoi cela? C'est cela, la démocratie, qu'on appelle de tous ses voeux pour tous les autres pays? Non. Il faut qu'on puisse arrêter une fois pour toutes. Je vous cite également même l'exemple de la CPI. Dites-moi, les États-Unis ne sont pas partis à la CPI, ils n'ont pas signé. Ils n'ont jamais ratifié. Pourquoi ça n'interpelle personne? Mais dites-moi, quel est le français? Quel est l'anglais? Quel est l'italien qui a été porté à la CPI pour être jugé? Est-ce à dire qu'il n'y a des crimes que dans les pays, dans nos petits pays, dans les pays africains et les autres? Non, il faut arrêter avec cela. Mais pour qu'on arrête avec ça, ce ne sont pas simplement des déclarations de principes, des pétitions de principes. Il faut se mobiliser. Et aujourd'hui, la fierté de notre parti, la fierté du Front populaire ivoirien, c'est que ce combat s'amplifie. Et dans tous les autres pays, ce combat fait écho. Il faut que les Africains, les Ivoiriens en particulier, se réveillent. Je voulais terminer sur cette question par la dernière prise de position des anciens chefs d'État, à la tête desquels, un forum à la tête duquel se trouve le président Joachim Chissano, et ils ont fait une déclaration, une lettre adressée au procureur de la CPI pour lui demander, non pas pour lui faire intimation de libérer Laurent Gbagbo, mais de faire en sorte que la vérité et la justice éclatent et qu'on libère Laurent Gbagbo, qui est un élément important du jeu politique, un élément important de la réconciliation nationale. Si nous disons qu'il est important pour la réconciliation nationale, la communauté africaine, à travers les anciens chefs d'État, le reconnaît, on ne peut pas dire que la page de Laurent Gbagbo est tournée ou qu'il faille la tourner.
Sinon, alors on devient aveugle. On devient aveugle et ce genre de personnes-là, il vaut mieux les écarter. Ouais, professeur, le combat de fond, il est intellectuel, il est sur le terrain parce qu'il faut sensibiliser les populations africaines, etc. Et il s'agit, vous l'avez dit, dans le combat du président Laurent Gbagbo, de sortir des États post-coloniaux. Vous avez parlé de la refondation de l'Ivoirien. Est-ce qu'au niveau de cette lutte, il y a des intérêts d'un côté les anciennes puissances coloniales et de l'autre les anciennes colonies qui veulent sortir du système? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'est pas bien d'établir une passerelle entre ces deux entités pour trouver un compromis? Oui, mais on ne fait pas n'importe quel compromis. Lorsque c'est votre vie, c'est votre devenir qui est en cause, vous ne le mettez pas sur la balance de n'importe quelle manière. Lorsque vous écoutez certains chefs d'État, certains anciens chefs d'État européens, dont notamment la déclaration de M. Nicolas Sarkozy à propos du franc CFA. Mais avant lui, la déclaration du président Jacques Chirac, qui avait eu l'honnêteté de dire aux Français que pratiquement une part importante de ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie ou de ce qui fait de la France ce qu'elle est provient de l'Afrique et qu'il faut respecter l'Afrique et lui restituer tout au moins en partie ce qui lui a été pris ou ce qu'il déverse pour aider la France, et que celui qui le remplace plus tard lorsqu'il est parti dit le franc CFA avec son compte de dépôt. Mais le franc CFA, dont la base pour faire court se trouve au trésor français, logé au trésor français, et qui nourrit quotidiennement le trésor français, il nous dit, mais vous, Africains, ne rêvez pas. Ne pensez pas qu'on va vous rétrocéder le franc CFA comme ça, qui est un franc stratégique pour nous. Mais ce message-là, cher frère Benzaoui, mérite d'être entendu par les Africains et par les Ivoiriens en particulier. Nous devons mener le combat avec tous les moyens démocratiques, par tous les moyens démocratiques, pour récupérer notre souveraineté économique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté politique, notre souveraineté militaire, puisque nous sommes encore dans les liens d'accords coloniaux de coopération dont les clauses revues ne sont pas sur la place publique. Donc, croyez-moi, il faut absolument continuer le combat. Le combat, c'est la mobilisation pour dire non. Vous savez, moi, j'ai été, comme je l'ai dit tout à l'heure, en exil au Ghana. Hier, qu'est-ce qu'on faisait? Quand j'ai dit hier, c'est par euphémisme, mais il y a quelques années, le Sidi ghanéen, on se moquait d'eux. On dit au marché, il faut donner des millions de brouettes de Sidi pour acheter 1000 francs CFA. Mais aujourd'hui, allez-y au Ghana avec son Sidi, dont beaucoup d'Africains sont fiers. L'Afrique du Sud a sa monnaie, Laurent. Le Nigeria a sa monnaie. Alors, écoutez, ce n'est pas une calamité que de réclamer la souveraineté monétaire. Et c'est par elle que vous assurez l'essentiel de votre développement. Vous ne confiez pas les rênes de votre développement à quelqu'un d'autre. Donc, je voulais vraiment dire que cette question-là est importante et c'est ce que, finalement, c'est ce qui a été reproché au président Gbagbo. Parce que tous ces leviers de notre souveraineté nationale, le président Laurent Gbagbo les a mis sur orbite. Et ça avait déjà commencé à faire peur et ils ont dit il faut trancher dans le vif.
Professeur, je fais une question de relance sur ce que vous avez dit par rapport à la communauté internationale. Il se trouve que le mot de saisir la CPI, la Cour pénale internationale, c'est une fille des Nations Unies. Ça, vous le savez. Oh, absolument. Et vous êtes en train de lutter avec cette communauté internationale pour avoir la souveraineté des pays africains. Et en même temps, Laurent Gbagbo est détenu à La Haye, ici à La Haye. Alors, quand on regarde les enjeux politiques, est-ce qu'il y a espoir qu'il soit libéré? Lorsque des peuples se mobilisent pour leur destinée, pour leur destin, il y a toujours espoir. On peut ne pas avoir un résultat aujourd'hui. Je ne suis pas venu ici en tant que porte-parole, chef de délégation du Front populaire ivoirien, pour dire aux Ivoiriens et à la communauté africaine que peut-être demain le président Laurent Gbagbo va être libéré. C'est l'espoir que je nourris. C'est l'espoir que je nourris. Je ne dis pas que demain on va nous remettre le président Gbagbo pour dire il est libre, partez avec lui. Je le souhaite du plus profond de mon cœur. Et il ne peut qu'être libéré parce que lorsque vous n'avez pas de preuves par rapport à des accusations que vous portez, l'adage le plus élémentaire en droit pénal, c'est de libérer, acquitter le présumé coupable. Voyez-vous? Mais il n'y a pas de preuves. On a commis, le procureur allait chercher d'autres preuves. Le procureur n'en a pas ramené. On a confirmé les charges, on veut juger le président Laurent Gbagbo. Mais je suis convaincu que par le fait que la justice doit être fondée sur la vérité, dans la mesure où il n'y a pas de preuves, le président Laurent Gbagbo, tôt ou tard, sera libéré. Donc ce n'est pas un rêve simplement. Et comme ce procès est prévu pour démarrer, rien que le 28 va durer 3 mois, je reste convaincu que peut-être entre-temps, on saura revenir à la réalité des choses en reconnaissant qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé et en libérant le président Laurent Gbagbo. Mais je sais en même temps que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ne sont pas des enfants de cœur. Ils n'ont pas fait comme ça à perdre les profits sans faire attention. C'est pourquoi nous devons avoir conscience que le combat sera peut-être long. Et il faut continuer à mener le combat sans relâche. Il faut penser que tout est fini. Même si on libère Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le combat doit être de mise. Mais moi, je suis un homme d'espoir. Peut-être d'espérance. On va me dire parfois, ça confine aux rêves et aux rêveurs. Mais je continue de rêver que le président Laurent Gbagbo, bras dessous avec tous ces Africains, tous ces Ivoiriens qui sont venus à La Haye, va repartir avec nous en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas sa place ici. La formule que j'ai utilisée à Paris le 11 avril, c'est que le train de la démocratie, le train de la liberté, le train du développement de la Côte d'Ivoire a été pris en otage quelque part en Côte d'Ivoire. Il est temps que l'aiguilleur, celui qui conduit ce train, qui a pris ce train en otage sous une forme de terrorisme appuyé par l'international, il est temps que le véritable aiguilleur, le véritable conducteur du train, nous lui donnions son train et qu'il le conduise en Côte d'Ivoire. Ce train est en train d'arriver petit à petit à La Haye. Et je suis convaincu qu'à La Haye, tôt ou tard, demain ou après-demain, le président Laurent Gbagbo va prendre sa place dans ce train pour le conduire en Côte d'Ivoire. Et qu'en Côte d'Ivoire, triomphalement, ils puissent appeler les uns et les autres dans un souci de rassemblement, parce que Laurent Gbagbo était rassembleur. Il nous l'a toujours montré. Il n'a jamais eu la racune facile. Laurent Gbagbo, rassembleur, va nous donner une nouvelle orientation pour que nous refondions la Côte d'Ivoire et que nous reconstruisions ensemble. Mais non pas dans un esprit de revanche. Bien sûr, il faudra être regardant sur ce qui s'est fait, parce que nous ne pouvons pas accepter
que certaines choses qui ont été faites d'une certaine manière continuent de l'être sans que nous puissions, à un moment donné, faire l'évaluation, faire l'état des lieux et décider de la direction ensemble. Mais Laurent Gbagbo, en venant là à la tête d'une grande délégation où il y a des vice-présidents, je voudrais saluer ici la présence d'un vice-président. Demba Traoré est un vice-président, Odette Soye est une vice-présidente, le camarade Claude Koudou, secrétaire national, il y a plein d'autres secrétaires nationaux, de vice-présidents du Front populaire ivoirien, mais également de militants du Front populaire ivoirien, mais aussi des frères et des sœurs, des camarades africains qui sont là et qui sont en ce moment en ma compagnie, au moment où je donne cette conférence de presse. Je voulais dire qu'il y a des raisons d'espérer. Et nous espérons pour Laurent Gbagbo, pour Blé Goudé, mais pour tous les réfugiés qui sont à l'extérieur, pour tous les prisonniers politiques, nous espérons qu'ils vont retrouver la liberté, qu'ils vont retrouver leur terre, qu'ils vont retrouver leur maison. Ce n'est pas une profession de foi. Je suis, certes, un homme engagé, du point de vue de ma foi, je suis chrétien, donc je crois. Mais j'ai souvent ce rêve que nous sommes ensemble à nouveau avec le président Laurent Gbagbo. Je tiens sa main, d'autres tiennent sa main, et nous allons en Côte d'Ivoire. C'est cette image que je voudrais donner à la Côte d'Ivoire. Je voudrais rêver avec vous, mais en même temps, il n'y a que LGTB, donc Vion International, à travers le monde, il y a que vous en avez parlé un peu, il y a le problème des élections de 2010. Oui. Et la légitimité du président actuel de la Côte d'Ivoire. La déportation du président Laurent Gbagbo, il y a des enjeux politiques, notamment le contentieux électoral de 2010. Vous êtes une voix du FPI, aujourd'hui avec le recul, quel regard vous jetez sur cette situation? Pour nous, au Front populaire ivoirien, tant que le contentieux électoral n'aura pas été vidé, nous serons là toujours en train de tâtonner. Nous l'avons dit à d'autres moments, on nous dit la question de qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire est une question qui ne peut pas être abandonnée pour dire que non, c'est dépassé, etc. Parce que si nous voulons construire une île solide demain, il faut trancher cette question. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo avait demandé le recomptage des voix. C'est une question qui nous tient à cœur. C'est une question fondamentale. Les élections de 2010, ou celles qui viennent de se faire, ont-elles créé une nouvelle légitimité? Pour nous, Front populaire ivoirien, il n'y a même pas eu d'élection. Parce que sur la base de l'appel du Front populaire ivoirien, vous savez, pas plus de 10% d'Ivoiriens sont partis. Ça, lui-là, qui prétendument a été élu par défaut de légitimité populaire. Et naturellement, quelqu'un qui arrive à la candidature par dérivation, un terme qui n'est pas connu en droit, croyez-moi, chers frères, nous ne pouvons pas simplement dire que les choses sont rentrées dans une légitimité ou bien que nous sommes rentrés sous une nouvelle ère. La Côte d'Ivoire a besoin de renouveau, de refondation, et le Front populaire est sur orbite pour mener ce combat. Bien entendu, certains nous disent, mais vous n'avez pas créé la mobilisation nécessaire. La mobilisation prend différentes formes, mais viendra certainement le moment où nous passerons à d'autres vitesses pour dire nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter qu'au quotidien, on viole les libertés au quotidien, simplement parce que vous êtes un pro-Gbagbo, que vous avez l'effigie sur votre t-shirt, le président Laurent Gbagbo, on vous fera des misères. On ne peut plus continuer d'accepter cela. Mais suivons avec attention le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, et nous en tirerons toutes les conséquences. Parce que, je l'ai dit, nous portons un espoir de les voir libérés, parce que nous considérons qu'on peut se tromper à un moment donné, la communauté internationale peut se tromper à un moment donné, la CPI peut se tromper à un moment donné, et revenir à la juste mesure des choses sur la base des preuves qui ont été présentées, et qui ne mettent nullement le président Laurent Gbagbo en cause depuis la crise de 2001-2002. Et donc, sur cette base-là, il faut savoir raison, certes garder, mais savoir également espoir garder. Nous avons
beaucoup d'espoir. Professeur, je sais que vous êtes un tribun de la plèbe. Vous avez répondu à toutes mes préoccupations, mais enfin, il nous reste encore 3 minutes. Certainement, il y a des choses que vous aurez souhaité dire et que je n'ai pas dites. Voilà, donc je vous donne la parole pour conclure. Je voudrais saluer la mobilisation de toutes ces sœurs et de tous ces frères, qu'ils soient militants du Front populaire ivoirien ou non, de toute la galaxie patriotique qui s'est mobilisée au quotidien, qui continue de se mobiliser. Vous voyez, ce sera peut-être, je ne sais pas si c'est une trentaine de cas de tous les pays qui vont venir européens. Je voudrais saluer cette mobilisation, leur dire les félicitations du président Laurent Gbagbo, les félicitations du président Sangaré. Nous les saluons, nous les félicitons et nous leur exprimons notre reconnaissance. Mais en même temps, c'est l'occasion de lancer un appel. Parce que par cette mobilisation, nous voulons montrer que Laurent Gbagbo n'est pas seul. Et lorsque, en politique, vous montrez que la personne n'est pas seule, vous avez des raisons de considérer qu'il faut faire attention et qu'il faut revenir à la juste mesure des choses. C'est vrai, il y a des intérêts, mais c'est du gagnant-gagnant dont il s'agit, et ça a été le langage de Laurent Gbagbo. La communauté internationale, les règles de la globalisation ne peuvent plus s'accommoder aujourd'hui. Voyez-vous, des marchés qu'on passe de gré à gré. Voyez-vous? Et donc, c'est la notion ou le régime gagnant-gagnant qui doit être aujourd'hui de mise. Toutes ces questions-là ne peuvent l'être que si on finit par comprendre ici que nous avons affaire non plus à des colonies ou à des néocolonies ou à des sous-préfectures, mais à des pays qui ont leur constitution, qui ont à développer leur propre pays, donner des conditions pour ne pas qu'on se plaigne de ce qu'on envahisse les leurs, qu'on nous laisse conduire notre développement, non pas de manière fermée, mais avec la main tendue, où nous faisons des discussions vraiment sur un terrain gagnant-gagnant. C'est l'appel que je leur lance. Merci une fois de plus pour cette occasion. Je remercie également les camarades en Afrique. Je salue les camarades qui sont à Accra, qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont au Libéria. Je salue tous ces frères, toutes ces sœurs-là qui ont les yeux braqués sur la haie. Je leur fais un salut militant, fraternel. Gardons espoir, parce que sans espoir, nous avons tout perdu. Mais sans lutte, nous sommes déjà par terre. Voilà le message final que je voudrais lancer. Merci, professeur. Je rappelle que nous recevions pour vous, dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo, l'ambassade de Koudou-Kessy. Je rappelle aussi que l'ambassade de Koudou-Kessy était en poste en Israël, il a été ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Aujourd'hui, il est en exil et il est au Royaume-Uni. Professeur, merci. Je vous remercie. Nous pensons que le procès va durer certainement 3 mois. Peut-être. Vous nous ferez le plaisir pour qu'on se retrouve pour faire des commentaires sur le procès. Je vous remercie. Une bonne soirée. Bonsoir ou bonjour, selon que vous êtes aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire ou en Afrique et en Australie, parce que j'ai eu un coup de fil il y a 3 jours d'Australie. Bonne soirée. Il y aura des gens qui viendront d'Australie, hein, y compris avec un ambassadeur zimbabwéen qui sera là, dans une grosse délégation. Donc c'est bien de parler aussi de l'Australie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo dans quelques jours. Merci. Bonsoir.